Merci d'être là ce soir pour cette avant-première de la nuit. Film pas mal tourné aidé par la région en particulier. On est ravis de voir cette salle assez pleine, de faire une séance en soirée. On sait la chance qu'on a, je ne suis pas sûr que ça dure, mais voilà, en tout cas, on est ravis d'être là et de vous voir tous ici. Moi, je ne vais pas dire grand-chose de plus, on fait une petite discussion après le film avec le réalisateur. Je vais juste présenter nos petits camarades. Il y a Emmanuel Feuillet de l'ALCA qui est là, Thierry Mounas, producteur du film, et Juste Philippot, le réalisateur. Bonsoir à tous, donc je suis Emmanuel Feuillet, directeur cinéma de l'agence ALCA. L'agence ALCA, c'est l'agence livre cinéma audiovisuel de la Nouvelle-Aquitaine. On suit évidemment tous les films qui sont soutenus par la région. Il y en a à peu près 150, tous genres confondus, qui sont aidés au stade de l'écriture, du développement, de la production et de la post-production. Et le film que vous allez voir est un film extrêmement régional, très ancré dans le territoire, puisque son producteur, Thierry, est implanté ici, et le film a été tourné en Lot-et-Garonne avec le soutien de la région et du département du Lot-et-Garonne. Pas sûr que c'est un film qui réoriente l'agriculture, on va rester sur le pruneau et la tomate du côté de Lot-et-Garonne, on ne devrait pas passer à la sauterelle, mais c'est un film important pour nous parce que c'est un premier film, parce que c'est un film de genre, et c'est important pour la région de se positionner sur des films différents. Le film que vous allez voir, c'est un film de genre, mais c'est aussi un film qui est ancré socialement, qui a un discours important aujourd'hui sur le rapport au travail, à l'agriculture, et on est très fiers de l'accompagner. Bonsoir, donc je suis producteur et je suis également distributeur du film, peut-être malheureux parce qu'on attend demain le film doit sortir la semaine prochaine, alors c'est peut-être la dernière séance ce soir, mais il y en a encore une séance demain. Il sera peut-être reporté, donc vous voyez, c'est plus une avant-première, c'est une avant-première, parce que le film sortira plus qu'en 2020 si possible. Moi je suis très heureux effectivement d'accompagner le film en général et à Bordeaux, puisque le film est né ici à plusieurs chefs, puisque le film a été écrit non pas par Juste, mais par des scénaristes qui s'appellent Georges Ginevray et Franck Victor. Et c'est rare en France de dissocier la question de l'écriture du scénario de la réalisation. Il me semble que dans le film de genre, c'est quelque chose d'assez utile, puisque il n'y a pas que la question du scénario, il y a des questions visuelles, des mises en scène. Je pense que Cinéma de genre, c'est un lancé pour retrouver un peu le cinéaste à l'ancienne, très metteur en scène. Et j'ai proposé le film à Juste Philippot, avec qui on avait fait un court-métrage qui s'appelle Acide, qui était sorti des résidences, un très beau court-métrage d'ailleurs, qui était sorti des résidences de Sophie, qu'on avait monté avec la région Nouvelle-Aquitaine. Et c'est après ce court-métrage, qui est déjà un film de genre très familial, c'est un peu presque le style. Je vais proposer ce film, qui est un film de genre très familial, de découvrir. Et ce premier film a été développé ici aussi dans le cadre des résidences de film, et pour le long-métrage, pour le coup, à Bordeaux. Et puis aussi en lien avec le Lot-et-Garonne. Donc voilà, je suis très heureux de revenir ici. Il a été finalement tourné il n'y a pas très loin. Et c'est peut-être une première également. Tous les effets spéciaux du film ont été réalisés à Bordeaux grâce à l'installation récente d'un gros studio d'effets spéciaux, pour ceux qui sont cinéastes et qui s'intéressent au film de genre et aux effets spéciaux. Un gros studio qui s'appelle Digital District, qui a créé son antenne ici, avec un superviseur qui s'appelle Antoine Moulineau, qui fait des effets spéciaux pour Avatar, pour Batman, pour les grands films américains. Et comme il était l'ouragan, il n'a pas voulu s'installer en revenant de Londres à Paris, mais ici à Bordeaux. Et donc ça permet de réunir une équipe d'une quinzaine de graphistes et de finir ce film-là. Donc le film a été vraiment fabriqué du début à la fin à Bordeaux, dans un laboratoire. Et c'est un peu moi ce que, comme producteur, je défends. Voilà, je laisse la parole à Juste pour parler un peu plus de cinéma. Merci. Alors Thierry a un peu grillé les questions et les réponses qui auraient pu être posées tout à l'heure, mais ça fait super plaisir. Maintenant, il y a plein de choses. Moi, je suis comme Thierry, je ne vais pas en dire beaucoup plus parce que je suis très ému d'être ici. On avait fait des vérifs du film ici, on a regardé un peu comment ça fonctionnait dans une salle de cinéma, sans effet, on en discutait. Donc c'était encore un objet un peu hybride. Visiblement, c'était loin peut-être des promesses, en tous les cas, du film qui est terminé, donc il y a eu une redécouverte aussi. Mais voilà, Utopia a été important dans le processus du film, Bordeaux aussi, le Lot-et-Garonne, vous avez très très bien résumé. Donc c'est une séance très spéciale pour moi, je suis très ému. Voilà, je ne vais pas parler plus du film parce que vous l'avez très très bien fait. C'est un film de genre, mais pas que. C'est un film de famille, mais pas que. Ça brasse plein de choses. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à voir ce film. Moi, je tenais juste à dire un truc, c'est un peu symbolique, mais à mon avis, vous savez mieux que personne.
faire un premier long métrage, ça n'arrive pas du jour au lendemain. C'est un long processus entre le premier court métrage et maintenant. Et moi, je suis un peu enfant, je dirais, de tous les tickets de cinéma qui ont été achetés pendant une dizaine, une quinzaine d'années. J'ai bénéficié de tous ces aides du CNC, que ce soit en région, en département, enfin national, peu importe, qu'ils aident les producteurs, qu'ils aident l'écriture, qu'ils aident les résidences. Et voilà, donc je tenais à vous remercier pour les films que vous avez vus, et puis pour le film que vous voyez ce soir, et pour les films à venir que vous verrez, parce qu'on a besoin de vous pour faire des films. Voilà. Bonne projection, merci à vous. Enfin, je voulais signaler pour ceux qui sont là-bas, parce que c'était un moment important pour cette année difficile, que le film fait partie de la sélection de la semaine de la critique Cannes 2020, donc c'est important, puis que récemment, il a reçu dans un grand festival de genre qui s'appelle CIGES, le prix spécial du jury, ainsi que le prix pour la meilleure actrice, et c'est important, vous verrez quand vous allez voir le film. Bonne projection. Un petit peu quand même. En tout cas, nous, ça fait un grand plaisir de présenter ce film-là, film comme c'était présenté au début de la projection, film de genre, mais pas que. Vous avez pu voir effectivement que vraiment toute la partie familiale qui est vraiment très réussie aussi. C'est vraiment du beau boulot. Un micro. Et moi, je vais repasser le micro dans la salle, peut-être pas. Si vous voulez parler au dispatch, je viendrai vous tendre le micro éventuellement pour éviter trop de contact. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est déjà. C'est mon premier long métrage. J'avais fait un cours, on en a parlé tout à l'heure, Acide, qui était aussi du genre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, le genre, ou c'est, je sais pas, c'est le hasard qui t'a mis sur cette route-là? Eh bien, c'est complètement le hasard, en fait. Alors, moi, j'aime le genre, comme cinéphile, en France, c'est-à-dire qu'on a un pays où on a beaucoup de films différents, et puis les salles essayent, pas que, qui font qu'on a plein de films différents à aller voir. Donc, j'aime toutes les formes de cinéma. Après, c'est vrai que moi, j'ai développé d'autres projets avant. Alors, j'ai essayé des choses, mais les deux films qui m'ont un peu lancé, c'était un drame social, une mère qui vit dans une voiture avec sa petite fille, avec des problématiques de précarité sur ce couple. Et puis, j'ai fait un documentaire sur mon frère polyhandicapé, et j'arrive avec une filmographie qui n'a rien à voir avec le cinéma de genre. Et comme Thierry l'a expliqué sur les résidences de ce film, elles se sont montées un peu partout, en Côte-d'Ivoire, en Nouvelle-Aquitaine, et puis en région centre, dont je suis originaire. Et il fallait un scénariste, régional de l'État, si je peux résumer ça comme ça. J'ai été convié à cette résidence, et là, il y a une carte blanche autour du cinéma fantastique. Il s'avère que quelques semaines avant, moi j'avais fait du cinéma bricolé dans un lycée viticole, et on avait suédé la mouche, notamment cette fin où les gurgites sont une espèce de truc acide, il fait fondre la jambe du copain, enfin bref. Et du coup, je suis arrivé dans cette résidence en me disant il faut que je raconte un truc sincère. Robocop, la mouche, l'acide, notre climat, enfin ce qu'on se pose comme question, et puis notre culpabilité, nos questions, nos contradictions. Je me suis dit, ok, je vais raconter une histoire que je n'aurais pas envie de vivre. Et j'ai fait Acide, donc ce nuage de pluie acide qui part comme ça à la charge de cette famille qui tente de trouver une issue. J'arrive vraiment par hasard, je fais Acide un peu par hasard, et puis je rencontre Thierry qui tout d'un coup, 2 ans plus tard, enfin, une fois que cette aventure est terminée, dit j'ai une histoire de famille à proposer, puis j'ai un nuage aussi à te proposer. Tu as le spécialiste du nuage en ce moment. C'est pas un nuage de pluie, c'est un nuage d'insectes. J'aimerais que tu dépousses ce projet parce qu'il y a une continuité sur ton travail et ça me paraît très intéressant que tu rencontres les scénaristes et que tu vois comment tu peux rentrer dans le scénario et puis le prendre comme un premier film. Voilà. Et donc je me retrouve un peu à redécouvrir le cinéma de genre. Alors c'est marrant, on parlait tout à l'heure en dînant. Il y a plein de classiques que j'ai pas vus. Il y a plein de classiques que j'ai pas vus pour ce film. Enfin, on citait quelques titres. Voilà, donc j'ai aussi plein de choses encore à découvrir. Mais vraiment, le cinéma de genre, c'était pas ce que j'appréciais au départ dans le scénario. Alors, le scénario était très axé film de genre. Et moi, j'ai dit très vite à Thierry et Emmanuel Chiche, le producteur chez The Jokers, je leur ai dit on se trompe de monstre dans le scénario. Le monstre, c'est pas ces sauterelles qui se transforment, qui mutent, qui changent de couleur, qui sont des trucs presque bien dans l'espace.
j'avais l'impression de revoir un peu les Gremlins, donc je leur ai dit, pour moi, c'est pas ce monstre-là qui m'intéresse, mais c'est cette femme qui est un super personnage, parce que là, on a quelqu'un qui nous ressemble, avec ses contradictions et son grand discours de je fais ça pour mes enfants, et puis sans s'en rendre compte, et l'air de rien, elle enfonce sa famille dans un danger. Je leur ai dit, moi, je veux faire ce film, mais en accent, comment dirais-je, l'angoisse autour de cette femme. Enfin, il faut que cette femme me fasse flipper, qu'elle fasse flipper ses enfants, et qu'on soit presque au contact d'une femme qui perd le contrôle, quoi. Et ça ressemblait vachement à ce que moi j'avais fait avant sur Ses souffles, donc le court-métrage dans la voiture, sur le rapport de ma mère aussi avec mon grand frère. Enfin, voilà, ces trucs où je devais être en prise avec un personnage que j'aimais, mais dont j'avais peur aussi de voir, je dirais, la perte de contrôle. Après, je peux broder encore longtemps. Ouais, on s'en très bien. Mais alors, du coup, c'est pas toi qui as écrit le scénario, donc tu as vraiment, comme tu dis, au départ, c'est vraiment plus axé genre, et c'est toi qui as vraiment rajouté toute cette partie familiale, en fait, qui l'a prononcé très sans doute, quoi. Alors, oui et non, ça serait mentir, ça serait un peu prétentieux. Disons qu'il y avait tous les ingrédients. Après, vous, quand on vous propose un scénario, il y a deux choses. La première, c'est qu'on vous demande de faire du cinéma, donc d'arriver avec une idée, et pas simplement d'exécuter des images ou d'exécuter des lignes de dialogue, enfin, de scènes comme ça. Donc il faut arriver avec une impression, un désir que vous allez donner dans le projet, que vous allez porter pendant un moment, et puis affronter un public, affronter un écran, enfin voilà, tenir aussi, comment dirais-je, un discours. Donc ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième, on vous demande une expertise, quelque part, sachant qu'il y a des choses qui sont possibles et d'autres qui sont impossibles. Et donc, vous êtes le premier à vous dire que le cinéma que vous avez dans les mains, il est quasiment infaisable. Et à partir de là, il y a des curseurs que vous modifiez pour des raisons techniques, de production, parce que c'est votre travail. Et puis en même temps, à l'intérieur de ça, il y a plein de choses qui s'engouffrent. Et quand vous avez un scénario sur lequel vous sentez qu'il y a quelque chose d'un potentiel énorme, enfin, toutes les évidences apparaissent de façon assez rapide. Alors je dis ça maintenant, ça a l'air très facile. Il y a un processus, il y a aussi un producteur qui me soutient. Avec Thierry, on s'est posé beaucoup de questions, on a réfléchi à ce scénario, mais il y a peut-être une question qui est je dirais, la réponse a changé beaucoup de choses. Il y a ma directrice de production qui est dans cette salle, qui vient me voir un jour et qui me dit juste, concrètement, il faut combien de sauterelles sur le plateau? Combien de sauterelles? Je veux bien précis, mais là, ouais, mais bon, il y a des devis, parce que le cinéma c'est des devis, et il faut des sauterelles, et ces sauterelles, il faut les trouver quelque part. Je reprends le scénario, et je dis, je sais pas, il écrit 500 000, donc il me faut 500 000 sauterelles. Et elle me dit, non, je peux peut-être en avoir 6 000, et encore, à voir combien de temps on peut les avoir, mais c'est pas plus. Et puis très, très vite, en fait, je me suis aperçu qu'on ne voyait pas cette femme travailler. J'avais un dôme que je ne comprenais pas parce que je me disais, bon, les sauterelles sont en liberté à l'intérieur de ce dôme. Je ne comprends pas comment elle fait de la farine, je ne comprends pas comment elle travaille. Et puis moi, j'avais besoin de voir quelqu'un travailler. Et comme ces questions techniques, elles devenaient très agressives, combien de sauterelles il te faut, tout d'un coup, je me suis dit, ok, il faut réinventer un travail pour justement cacher le nombre de sauterelles qu'on n'aura pas, qui va nous permettre aussi tout d'un coup d'être à même de raconter cette histoire, mais en ayant les moyens de la raconter. Et à partir de cette question des sauterelles, en fait, vous faites plein de modifications qui, l'air de rien, c'est comme un effet domino, c'est-à-dire que ce qu'on va faire chez le personnage, on n'a pas besoin de le répéter, donc les scènes où il répète des choses, on les change, on les modifie, et c'est comme ça que vous modifiez un scénario. L'air de rien, sur une question précise, vous avez un impact comme ça sur l'ensemble de la narration qui fait que vous vous engouffrez et que vous racontez le film, surtout vous le mettez en image comme vous aviez envie vraiment de le voir. Et là, j'avais, peut-être qu'inconsciemment, les scénaristes m'avaient laissé une porte ouverte, je ne sais pas, mais dans cette question, j'avais une porte ouverte pour faire le cinéma que j'avais envie de voir. Donc il y a 5 000 sauterelles. Et alors l'anecdote, c'est que, en fait, il y a une amie qui a bossé sur le film, qui est un génial, qui s'appelle Pascal Trévi, qui avait fait Petit Paysan, entre autres. En fait, il a compris ces sauterelles, il a travaillé avec un élevage, c'est-à-dire que les sauterelles qu'on voit sur la chèvre, guette, c'est un des derniers plans qu'on a fait, et entre celles qu'on voit au départ, notamment dans la salle des pontes quand Virginie travaille, et celles qu'on voit sur la chèvre, en fait, celles qui sont sur la chèvre, c'est les enfants des sauterelles qu'on a eu au départ, parce qu'adultes, elles vivent 15 jours, comme on tournait 5 ou 8 semaines, je ne sais plus exactement, il fallait tenir aussi ce temps d'élevage, donc on a eu des portées de sauterelles avec lesquelles on a fait de nouveaux plans. Voilà. Tout son travail a été de nous faire comprendre comment on pouvait travailler avec ces sauterelles de façon très simple et je dirais presque très
très facile parce que le cinéma, c'est quand même des horaires. Vous avez un PAT, donc le prêt à tourner, qui commence à 9h, qui finit à 18, en fonction des journées. Et vos sauterelles, elles doivent intégrer ce processus de fabrication qui est très, je dirais, très contrôlé. Donc l'animalie nous permettait aussi de comprendre que ces sauterelles avaient un intérêt parce qu'elles étaient facilement disposables, utilisaient vraiment comme des magnets ou comme des pits, disposées dans le corps. Et puis en même temps, on avait cette possibilité de travailler de façon assez confortable. Il a trouvé des trucs et astuces pour les diriger un tout petit peu. Dès que vous avez des sauterelles en interaction sur le doigt, n'importe quoi, en fait, il mettait de la banane. Et c'est vrai que la banane, ça crée une espèce d'appétence pour la sauterelle, pour une direction. Et donc on a pu tourner des prises comme ça avec une sauterelle qui se dirigeait vers ces petites verrues qui étaient pleines de bananes. Donc elles sont manges les unes entre les autres, c'est juste de la banane qu'on a mis sur les mortes, celles qui étaient les plus vieilles, qui avaient trépassé sur le tournage, qu'on a congelé, qu'on a utilisé comme accessoire. Et les enfants, voilà, ces bananes qui servaient à raconter des choses très simples en fait. Donc les sauterelles, c'est devenu un truc très facile à diffuser. Ok. Pas que des effets spéciaux pour les sauterelles. Non. Alors, quand on est en nombre à la fin, sur la grande blague, ça a marché au début. Je disais que l'animalie avait un sifflet, donc au sifflet. C'est que de l'imagerie. Mais il y a un autre travail, c'est-à-dire que vous avez un travail très proche de la nature. Au départ, j'ai dit à mon superviseur VFX, qui est un mec génial qui s'appelle Antoine Molino, qui a fait donc Avatar, et Batman, Christopher Nolan, qui a pu au cinéma hollywoodien. Je lui ai dit, mais moi je veux filmer ça comme un documentaire, donc je veux suivre les corps qui courent, je veux pouvoir tout filmer ou rien filmer. Sous-entendu, tes effets, j'y vais presque au second point, et surtout jamais je voudrais que tes effets deviennent le sujet du film. Donc il a réfléchi en se disant, ok, il faut que je compose avec un insecte qui n'existe pas vraiment au cinéma, il faut que je compose avec une sorte d'insecte qui ne va pas devenir un truc de Tex Avery ou un truc qu'on a déjà vu dans le cinéma américain un peu série B. Il faut que je sois le plus naturel possible, et donc il faut que j'invente un mouvement. Et on a cherché, on s'est inspiré de l'abeille et du papillon, et on a presque créé des nuées, une mutation entre une abeille et un papillon pour avoir cette espèce de rapport de nuée capable de chasser une proie sans devenir une espèce d'essaim d'abeille comme ça, comme on voit dans les dessins animés à la poursuite d'un personnage. Et donc il y a vraiment un traitement qui est lié en même temps au plateau, parce qu'il est venu constamment sur le plateau pour voir comment les sauterelles réagissaient. Il les a filmés sous toutes ses coutures, et puis il s'est inspiré de ce que nous on filmait en direct. Et le direct, c'était ces 4 ou 5 000 sauterelles. On a vraiment exploité comme étant des acteurs, mais comme étant aussi la vie couture de cette femme. Et souvent, je me suis fait cette réflexion, on avait beaucoup galéré sur l'exploitation, sur le décor, sur comment cette femme travaillait. Et puis au bout d'un moment, je me suis fait cette réflexion quand elle versait des sacs de sauterelles. Je me suis dit, en fait, c'est un business qui a l'air super facile, quoi. Il faut un dôme, il faut des sacs, des pontes. Clairement, ça a l'air d'être vachement rentable comme truc, quoi. Et on s'est fait prendre au jeu d'un truc qu'on racontait. On a pris énormément de liberté avec ce business, parce que cette industrie ne marche pas du tout comme ça. Et nous, on s'est permis de raconter n'importe quoi avec la nature, mais en même temps avec un semblant de réel qui était le cœur du film. Moi, je ne pouvais pas vous raconter cette histoire sans y croire, sans croire à ce travail. Je dis, c'est une histoire vraie, c'est une histoire sincère. Et cette femme va vraiment vivre ce travail, ces journées comme étant, je dirais presque, pour passer du coq à l'âne, je me racontais l'histoire d'un boulanger à qui, du jour au lendemain, on demande ses baguettes 20 centimes. Tout d'un coup, c'est quoi le nombre de gestes qu'il doit multiplier par 100 pour réussir à survivre, quel impact ça a sur sa famille, comment sont ses ennemis, est-ce qu'il se réveille plus tôt encore, comment ça détruit un homme. C'était ça qui m'intéressait. Voilà, je fais une pause. Vas-y, ouais. Vous parlez, est-ce qu'il y a beaucoup d'effets pratiques dans votre film? Effets pratiques, tu veux dire des faits en direct? Oui, par exemple du maquillage. Ouais. Alors, ce qui est assez chouette avec ce film, c'est qu'on a vraiment réuni tous les corps du métier sur les effets. J'ai un maquilleur SFX qui fait des effets de maquillage. En l'occurrence, Pierre-Olivier Passant, c'est pas n'importe qui. Il a fait Game of Thrones, et c'est lui qui faisait les White Walkers, dans son atelier, l'équipe que j'ai vu dans Game of Thrones, donc c'est assez bluffant. Et lui, il a géré tout ce qui est blessure, mais il a aussi géré Huguette,
donc la chèvre, tu l'as moulée intégralement. Et alors c'est assez génial quand tu bosses avec ces mecs-là parce que j'arrive et je dis j'aimerais bien qu'il y ait quand même un semblant d'air dans cette chèvre. Enfin, on a l'impression qu'il reste quelque chose de vivant. Quoi. Il m'a dit écoute, je peux la faire respirer, pas de problème. Est-ce que tu veux qu'elle crache du sang en même temps? Je peux lui faire bouger les oreilles aussi si jamais tu veux faire un petit soubresaut. Et donc le tournage, ça m'a marqué parce qu'il est venu avec sa fille de 6 ans. Atelier peinture, elle avait du sang et elle devait peindre cette chèvre. Lui était allongé dans l'air, il soufflait avec sa petite paille pour la faire respirer. Et en fait, on avait une famille qui composait autour de ce cadavre, comme ça, qui a fait la chèvre. Et puis en même temps, on avait un problème parce qu'on n'avait pas le veau. C'était impossible d'avoir ce veau coupé, ça n'avait pas vraiment. Et puis il nous a dit, mais vous savez, moi je moule 2 fois. J'ai la chèvre en 2, je peux la peindre en noir et blanc, lui couper les oreilles, normalement, il y a pu faire. Je ne sais pas si dans mon film. Là, c'est la même position, c'est exactement le même moulage. Donc il y a d'un côté les CFX plateau, et puis en même temps il y a les CFX live, ceux qui sont là pour faire les effets de plateau. Alors en l'occurrence, ils avaient fait Au revoir là-haut, enfin, genre de ce film, il m'a raconté qu'il était sur le premier film, je crois que c'était sur un film de Sergio Leone, donc c'était Il était une fois en Amérique, il gérait la fumée dans la locomotive. Je disais, ah, il était jeune, il a chauffé la fumée dans la. Et donc là, il a fait plein de choses, ils ont fait le feu, et puis ils ont fait les NAS, parce que moi, ce truc de NAS, c'était hyper important, je me suis dit, on a le moyen de raconter un nombre sans voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais il fallait absolument animer l'intérieur. Donc on a réfléchi, on a eu des réunions, on appelait ça des réunions NAS, on parlait que de ça, avec comment on peut venir faire vivre un truc de l'intérieur. Donc là, ils ont créé un système à air comprimé, avec des tuyaux, des impacts qui pouvaient comme ça directement taper depuis l'intérieur, donc cette espèce de paroi. Il y avait un clavier, il y avait un technicien qui était là, comme Jean-Michel Jarre, enfin je sais pas, qui est comme ça. Et puis souvent j'avais l'impression qu'il y avait toujours un secret qui tapait au même endroit, donc j'étais un peu embêté, je disais varie un peu, c'est secret, c'est vivant, qu'il essayait d'être plus souple sur son clavier, mais c'était aussi un peu contraignant. Et puis moi il fallait du nombre, on avait 3 NAS, c'était hyper cher. Puis au bout d'un moment, on s'est dit, mais avec un bâton, caché, on peut aussi animer depuis l'intérieur. Donc là, on a créé des teams secrets, des équipes de secrets. Chacun avait un bâton avec son nom. Et donc, on prenait le bâton et je voyais les gens se glisser par en dessous et taper avec le bâton. L'anecdote assez marrante, c'est que quand Sulliane Virginie donne du sang, en fait, elle a ces morceaux de gélatine ensanglantée qu'elle jette. Sauf qu'elle jette sur des NAS qui n'ont pas de fond parce qu'il y a quelqu'un en dessous qui balance une cavité continuer à agiter parce que là il y avait du sang, donc les secrets, je demandais à ce que les secrets vivent, tapaient. Et là ça devient un peu ridicule. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on a ça, on a Antoine qui est le superviseur VFX, qui est le seul sur un plateau à pouvoir dire cette scène, on ne tourne pas comme ça. Je suis désolé, mais dans la narration, moi je ne peux pas avoir l'effet. Et notamment sur le moment où Virginie rentre dans l'espace quand Karim est mangée par les sauterelles. En fait, on a changé d'axe parce que tout d'un coup, il avait compris mon effet. Vous faites énormément de petits dessins, énormément de croquis, vous passez votre temps à vous parler de la même chose, et puis très souvent, vous comprenez que vous ne comprenez pas la même chose. Et là, il n'avait pas compris ce que je voulais, et on se trompait sur l'axe et sur l'effet qu'il allait devoir faire. Donc, il nous a dit, vous changez d'axe, je veux qu'on filme ça comme ça, parce que moi, je ne peux pas faire autrement. Donc, on compose aussi avec ce troisième technicien. Et puis après, c'est des effets de lumière, c'est des effets de décor. Les bâches, on appelle ça les bâches de la NASA parce que c'est ces bâches plastiques. Des fois elles sont opaques, des fois elles ne le sont pas. Et qu'il fallait avoir absolument quelque chose qui permettait de montrer, de suggérer ou au contraire, d'être complètement lisse, sur lequel on a fait beaucoup d'essais, on a essayé plein de choses qui ne marchaient pas. Et qui donnent tout d'un coup des effets sur le plateau qui sont difficiles à. Disons pour moi, il y a eu un moment de. Je me suis senti un peu essoufflé quand j'ai vu le technicien faire Jackie. Donc c'est un grand bâton avec une peluche, il secoue le truc comme ça, donc je m'entendais. Enfin, il m'en donnait. Après, j'ai dit, mais t'as pas un peu de sang, donc il avait une bouteille de ketchup, donc il appuyait, puis de temps en temps, le chien tombait dans la piscine. Enfin, c'est ridicule, quoi. Et on a des mecs qui se marrent sur le plateau. Là, c'est un film d'horreur, même quand on y croit un peu. Et c'est qu'arrivé au son et au montage, tout ça prend une ampleur qui correspond à l'univers que tu avais en tête, mais ça tu l'as vraiment très très en retard. Donc il y a plein de collaborateurs qui bossent ensemble et qui en même temps offrent des petits bouts qui sont au final repris au montage et deviennent une matière sur laquelle tu peux vraiment créer un design son et un montage qui colle à l'effet. Mais avant ça, tu mélanges
ce maquilleur, ses effets de plateau, et puis les effets numériques, et la caméra qui tourne autour. Qu'est-ce qui pousse un réalisateur comme vous, qui, sans vous faire injure, peut-être pas dans une culture de film d'horreur ou de film de genre, et je vous pose la question en ayant beaucoup aimé le film, qu'est-ce qui pousse un réalisateur comme vous à montrer justement l'horreur, la monstruosité, et voilà. Qu'est-ce qui motive? Alors, ce qui me motive déjà, c'est que faire un film, c'est pas évident. Quand un producteur vous propose de faire un film, franchement, c'est difficile de faire le délicat en disant hein, moi, j'aimerais faire autre chose, tu sais, voilà, j'avais pas imaginé ma carrière comme ça. Enfin, Thierry il me dit, mais à une époque, il faut aller vite maintenant, parce que bon, on sent que les choses changent, évoluent. Donc, tant qu'à faire, enfin, si on peut éviter de perdre du temps à se poser des fausses questions, autant en profiter, quoi. Donc je me retrouve avec ce projet en me disant, pour un premier film, enfin, j'ai pas le droit de refuser cette proposition. Après, ce qui fait que tu l'acceptes d'autant plus, c'est qu'il y a un producteur, une filmographie, tu vois un film, et tout d'un coup tu sais que ce qu'on a devant toi, c'est pas le cinéma que tu n'aimes pas voir, pas faire, enfin au contraire, c'est tout d'un coup une sorte de carte blanche sur un scénario qui te laisse la possibilité de raconter une histoire qui te correspond. Donc j'avais une sorte de liberté qui me paraissait hyper intéressante. Jamais on m'a dit mais t'as pas le droit au pas de côté. Enfin, au contraire, on m'a poussé constamment à alimenter mon rapport au personnage et à me confronter à ces problèmes de mise en scène en disant qu'on va trouver des solutions, mais on va trouver des solutions meilleures que dans le scénario. Donc, à partir de là, quand ça se met en place, ça devient difficile parce que c'est pas effectivement un sujet de prédilection. Enfin, je connaissais rien de secret avant de faire ce film, mais tu te sens tout d'un coup, enfin, dans ton univers, même si c'est pas toi qui as écrit le scénario. Parce qu'il y a un environnement de production qui fait que, parce que tout d'un coup il y a des questions, tu trouves les réponses. Enfin, je pense que si j'avais pas eu l'occasion de pouvoir mettre mon grain de sel comme ça dans la mise en scène, je crois que j'aurais pas réussi à faire le film. Parce que vraiment, je me suis dit un truc. En fait, le metteur en scène, le réalisateur ou la réalisatrice, le seul petit travail qu'il a, c'est son désir. Concrètement, il est assis sur une chaise, enfin, il donne des directives avant. Après, il attend, il peut travailler constamment parce qu'il y a toujours des problèmes. S'il n'a pas un truc qui le tient, il n'a pas ce truc qui résisterait à des fausses bonnes propositions. Du genre, je pense que c'est plus simple de la faire comme ça, en plus on peut gagner une heure. Non, enfin, moi je vais la filmer comme ça parce que c'est son visage qui m'intéresse, peu importe le reste. Et ça, si tu n'as pas le désir, je pense que tu résistes pas à ce travail qui est finalement un travail d'attente. Voilà. Et j'ai réussi, de par ce projet et de par l'environnement offert par mon producteur, à avoir du désir et avoir ce désir comme étant le seul cap. Aujourd'hui, c'est très chamboulant parce que moi j'étais pas forcément là-dedans et en fait ça a été un tel plaisir de faire ces scènes. Je pense notamment au feu, j'avais l'impression de faire un James Bond. Alors James Bond vite fait parce qu'on avait un feu et il a duré un quart d'heure. Ouais, un truc assez fou. Et j'ai envie de ça. Enfin, de voir cette équipe lutter pour un sujet, un projet, et de me dire sur le plateau, putain, je crois que j'ai l'impression de faire un bon film là, tout d'un coup, parce que tout le monde était impliqué dans une espèce d'objet presque non identifié quelque part. Et ça, c'était super fort. Et aujourd'hui, j'ai cette envie fantastique qui commence à rentrer dans tous mes projets qui n'avaient rien à voir. Et j'aime ce pas de côté. Je me dis, mais en fait, il y a une possibilité de raconter des histoires complètement différemment, en ayant cette espèce de rapport, ce pont entre réalisme et fantastique, qui est un super chemin et un super voyage. Qui est dur, hein, parce que l'équilibrage, tous les curseurs, enfin, souvent on s'est dit des fois c'est trop, des fois c'est pas assez, on a vraiment galéré pour avoir cette trajectoire, et pas vous donner l'impression qu'on partait tout d'un coup dans des effets, qu'on s'arrêtait, enfin, tout ça est créé vraiment de façon délicate. Et une fois qu'on a la sensation de le tenir, c'est un délice, enfin, vraiment. Donc aujourd'hui, voilà, j'ai envie que le fantastique rentre de près ou de loin dans mes histoires et offre une trajectoire un peu différente, parce qu'il y a aussi du rythme là-dedans, enfin, il y a des oscillations, il y a plein de choses qui font que voilà, ça enrichit votre pratique, votre regard et les questions que vous posez sur la mise en scène. Et puis ça vous met en danger. Je crois qu'il y a un plus intéressant sur cette position très instable. Comment s'est passé au niveau du choix des acteurs? Parce qu'en fait, ils sont très peu connus, les acteurs, on les a très peu au cinéma, il me semble. Et c'est toi qui les as choisis C'est pareil, c'est-à-dire que si j'avais eu des producteurs qui tout d'un coup
m'avait conseillé fortement en disant tu sais, Virginie Fira et Laurent Lafitte, franchement, super, ça fait une très belle affiche, tout ça. Bon, j'aurais dit peut-être pas, non. Camille Cotin et je sais pas, imaginez tout d'un coup des acteurs que vous aimez dans des registres, les voir ici, pour moi c'était impossible. Donc j'ai eu des producteurs qui m'ont protégé, et dans mes intuitions, il y avait deux personnes, il y avait Sylviane Brahim que j'avais vu à la Comédie Française et que j'avais vu sur Zone Blanche. Je me suis dit, on se dit que cette femme, quand même, premier au cinéma, c'est quand même, c'est une aubaine, donc on a rencontré Sylviane partante, qui avait envie de ça. Et puis Sofiane, moi j'avais bossé avec lui dans Acide, je me suis dit, c'est génial, il a fait Le Monde est à toi, où il jouait un dealer complètement dingue, et puis là, il a été un viticulteur, je trouve qu'il a de matière à créer un rôle, peut-être, je ne vais pas dire un peu trop pas parce que je trouve ça nul, mais d'avoir quelque chose comme ça, différent de ce qu'on a l'habitude de lui proposer. Et je me suis dit, ok, super, là, je vais avoir une affiche complètement neuve à vous proposer, et puis vous, quelque part, vous n'avez pas galéré à imaginer ces personnages dans un contexte dans lequel ils ne sont pas vraiment, comment dirais-je, pas à l'aise, dans lequel on n'a pas l'habitude de les voir. Moi, j'avais vraiment envie de vous projeter comme ça au travers de cette histoire, sans vous offrir cette barrière qu'offrent très souvent aussi certains films où il faut accepter le postulat de départ pour dire ok, bon là on a ce casting-là qui va jouer ce rôle, ok. Et puis des fois ça marche très très bien, mais moi j'avais pas envie de ça. J'avais envie de nouveaux visages, une nouvelle histoire, une nouvelle façon de faire, quelque part tirer aussi au frais cette rencontre entre des scénaristes et un auteur, réalisateur. Ça n'avait pour le moment pas vraiment existé, même si ça existait en France, en tout cas c'était pas une habitude, c'était fragile. Donc on s'est dit ok, prenons des risques surtout, et notamment sur le casting. C'est vrai qu'au départ, les autres partenaires sont un peu déçus parce que le film se monte, il y a un budget, et forcément, on se dit un très beau casting, ça peut aider encore un peu plus. Et puis, au fur et à mesure, il y a une rencontre qui se fait, et là, tout d'un coup, Sylviane devient la découverte, et tout le monde apprécie cet engouement et cette espèce d'élan au travers de cette femme qui est formidable, et puis qui incarne le rôle parce qu'elle n'avait rien à perdre. Elle a foncé dedans en disant voilà, moi, je veux cette machine, je veux l'écrire. Super physique, super physique, je trouve. Ouais, alors vas-y. Même modification. Alors, je pense qu'il y a un truc à jouer, c'est qu'on a tourné dans le Lot-et-Garonne, toute la partie dans la ferme, et c'est vrai que cette ferme, en fait, elle a été vite entourée de plastique et de ces serres, et donc on s'est fait complètement emprisonner sur le décor, et on a vécu la déchéance des personnages au travers de la déchéance d'un décor. Parce que petit à petit, les poubelles traînaient. Bon, je ne pouvais pas enlever qui que ce soit parce que c'est ce que je demandais, mais en même temps, dans mon travail qui était un peu crade, mais qui correspondait aussi au personnage qui lâchait prise. Je crois que ça, Sylviane, ça l'a affectée. Elle était de plus en plus distante vis-à-vis des enfants parce que tout ce qu'elle jouait devenait de plus en plus dur. Donc ça l'a rendue aussi à distance des enfants avec qui elle passait du temps. Et tout ça, en plus de la fatigue, parce que la Comédie Française, c'est un peu les sportifs de haut niveau, les mecs qui bossent 7 jours sur 7, sont d'astreinte, c'est une machine. Et là, la fatigue, quand on rentre en compte avec ces comédiens, c'est noir, c'est quelque chose de très sombre, de très triste. Et donc tout se mettait en place pour être une matière, donc elle a vécu une fin de tournage très compliquée. Alors, sur la première rencontre, elle m'a dit, tu sais, juste les planches, c'est sympa, mais moi j'ai besoin de sensations, de chaud, de froid. Alors je dis, tu sais, je vais être sérieux, parce que sous les serres, il va faire 60 degrés. Le pied en Auvergne, dans le lac, il va peut-être faire 15 degrés. Il y a des amplitudes, c'est pas grave, le lac, elle n'a pas supporté. Mais c'est ce qui rendait aussi tout d'un coup son interprétation en lien avec ce qu'on vivait. C'était pas hors sol, c'était le leader de cette déchéance quelque part. Après, il y a du maquillage. Après, il y a un truc qui est quand même chouette, c'est que souvent, la direction d'acteur, on identifie le rôle de la réalisatrice. Il y a un monteur aussi qui joue un rôle déterminant parce que le monteur il va trouver comment l'acteur a voulu travailler et comment sur les prises il va créer un personnage. Et souvent mon monteur, génial, il me disait mais ça y est, je la tiens, j'ai le truc, là j'ai les prises et donc on va croire à ce chemin. Parce que vous tournez les plans dans n'importe quel sens, le début à la fin, le milieu au début, la fin quand vous pouvez, donc forcément vous êtes toujours sur des écarts, vous n'êtes pas faux raccord, mais en termes d'intention, des fois ça coordonne mal. Et donc le monteur, il a une espèce de vue d'ensemble, il choque le personnage. Et donc il y a aussi ce monteur qui va travailler sur cette échéance, il a un peu l'étalonnage, il y a plein de trucs. Mais avant ça, il y a une femme qui a ce plateau comme étant un truc visuel de vrai.
jamais deux fois. Oui, on va en parler, mais c'est quel film qui est projeté dans la salle ou des projecteurs? Alors, alors, à la base, mon monteur son avait mis Forrest Gump. Voilà, en disant, ok, Forrest Gump, le soir de pizza, tout ça. Et puis, forcément, on n'avait pas les droits pas les droits sur Forrest Gump. Donc, j'ai demandé à Thierry, je lui ai dit, Thierry, film international, bien, Pasolini, Ferrara, tu pourrais pas. Comme il y a un peu d'anglais, un peu d'italien, on a remonté avec une musique ou deux, ça a donné la sensation d'un cinéma. En fait, je voulais surtout pas qu'il y ait une indication qui aurait pu être déstabilisant dans la lecture. Enfin, il fallait se concentrer sur elle et lui et pas sur ce qui se passe en dehors. Donc, il fallait un film qui soit non identifié et qui nous raconte en même temps un peu Hollywood. Un film dimanche soir, parce que quand il leur propose un film, je pense qu'il ne leur propose pas Pasolini de Ferrara à ce moment-là, quoi. Peut-être sur un Forrest Gump, sur les Gremlins, je ne sais pas, et encore les Gremlins peut-être pas. En tout cas, il leur propose quelque chose d'un peu léger, d'un peu pizza, quoi. Donc on a cherché un son qui tout d'un coup peut nous permettre d'aller vers un cinéma un peu pizza. C'est très méchant de dire ça comme ça, mais voilà, c'était l'idée d'un film qui n'avait aucun sens par rapport à la narration. Donc on a utilisé Pasolini à le faire. Et du coup, alors, tu as tourné, tu disais, dans le lac en Auvergne, tu as tourné aussi dans le Lot-et-Garonne, tout le tournage se fait, l'impression que ça se fait au même endroit, à part effectivement quand la fin ou quelques scènes de village, mais tout est tourné dans le Lot, sur place. Alors, tous les intérieurs de la maison, le dôme, c'est le Lot-et-Garonne, tout le reste, c'est en Auvergne. Et c'est marrant parce que moi j'ai fait un repérage pour trouver cette maison en Lot-et-Garonne, ça a été assez compliqué. Et en même temps, je me posais des questions sur le scénario, je me disais, mais qui est devant cette farine? C'est pas possible, on fait de la farine, mais qui est devant cette farine? Pareil, le scénario était un peu flou là-dessus. Et puis je croisais ces éleveurs de canards, ces images de canards, et puis je me suis dit, mais bon, les éleveurs de canards, enfin, je suis allé voir des éleveurs de canards qui m'ont expliqué qu'ils ne mangeaient pas 50 kilos, mais c'était 500 kilos la semaine quand ils sont plus bio, et puis quand ils sont plus grands, on passe à la tonne. Pareil, on a un peu une liberté incroyable avec la nature. Et j'ai dit, ok, ils m'ont tiré d'une part en disant, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'on ne s'occupe pas vraiment mal. Je dis, génial, il me dit, ouais, mais la moins bonne, c'est qu'il faut tourner en Auvergne beaucoup plus de décors que prévu. Il fallait inventer des décors. Je dis, bah, c'est super, il y a ces éleveurs de canards, peut-être qu'il y en a aussi en Auvergne. Voilà, on a rencontré un éleveur de canards. Donc, je suis arrivé en Auvergne, on me dit, il y a deux éleveurs de canards. Et encore, ils ne sont pas vraiment à l'endroit où tu voulais tourner, donc est-ce que tu vas aller les voir? Forcément, le premier ne voulait pas parce qu'il y avait des histoires avec des vidéos qui passaient aussi justement sur les garages, qui posaient beaucoup de problèmes. Et puis un deuxième qui tout d'un coup vous allez venir, qui savait que c'était le seul éleveur de canards qui aurait fait dans le tournage, donc qui a été négocié son décor quelque part. Aussi, on filmait un peu loin les canards, et puis après on était dans son arrière-cour, mais voilà, tout d'un coup, le Lot-et-Garonne, il fallait que je trouve le Lot-et-Garonne en Auvergne. Comme on était dans un intérieur et qu'on n'avait pas d'identification par rapport au reste, finalement on a pu être très libre en Auvergne pour ne pas être dans une espèce. Alors il ne fallait pas filmer les volcans, mais pour le reste, on était à peu près libre d'être dans l'univers du Lot-et-Garonne. De toute façon, pour moi, il fallait un film sur la nature, mais pas dans un endroit, je ne m'inscrivais pas spécialement par rapport à la géographie ou à les couleurs. Il fallait un film d'été, entre guillemets, ou un film sur la nature, ouvert vers la nature. À la fin, quand on voit que Virginie, enfin que Sofred s'est emprisonnée et que Virginie ne s'était pas vraiment attaquée, est-ce que c'était recherché? Ou est-ce qu'il y a une certaine immunité? Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que typiquement à cet endroit-là, il y a un truc qui appartient au scénariste qu'on n'a jamais vraiment réussi à trancher. Moi je sais que dans la version originale, elle avait un lien très fort avec ses Sofred et disons qu'elle trouvait, par exemple, le mari n'était pas mort, il ne s'était pas suicidé, il est mort d'un cancer, et dans le background du personnage, dans son passé, c'est vrai que cette femme avait suivi cet homme, enfin elle est tombée sur le premier, en gros,
était dans le nord de la France ou je sais pas où, elle m'avait suivi, et du coup, on sentait que c'était une histoire d'amour un peu contrariée, qu'elle avait deux enfants, que le mec était mort, qu'elle avait enfin la possibilité de faire quelque chose. C'était la vision de l'amour, bof. Enfin, moi, c'était pas trop ce que j'avais envie de raconter vis-à-vis de leur histoire à eux, puis ça me parlait pas trop. Et donc, quand elle a eu ce truc avec les sauterelles, ça a commencé à marcher, en fait, il y a une métamorphose qui se faisait chez ces sauterelles et puis chez elle, où elle devenait, elle retrouvait une féminité et elle avait une sorte de contrôle, elle devenait presque la mère des sauterelles. Donc, elle pouvait aussi, avec la main, gérer les mimer, les envoyer, il y avait un truc un peu mystique. Moi, j'étais là, ouais, je suis pas très à l'aise avec cette figure-là, ça me parlait pas du tout. Et ce rapport, justement, à la fin, c'est que tu changes des choses, puis il y a des choses que tu ne peux pas changer non plus. Il y a un moment où il faut faire attention, parce que c'est des scénaristes qui écrivent une histoire, et toi tu peux en faire un film, mais c'est pas ton histoire à l'intérieur de la leur. Donc cette fin, effectivement, il y avait un chaos qui était provoqué et jamais était véritablement attaqué. Donc ce truc, l'immunité existe un peu dans ce que les scénaristes racontaient, de ce que j'ai gardé. Effectivement, il y a peut-être un lien un peu étrange, en tout cas, elle n'est pas attaquée. Et puis, je pense que de toute façon, elles attaquent comme un essaim d'abeilles, c'est-à-dire qu'elles tombent sur le premier, elles ne sont pas à chasser tout ce qu'elles peuvent chasser de vivant. Je me suis raconté, j'ai pris beaucoup de liberté avec ce rapport, où justement ce personnage un peu protégé jusqu'à la fin, où elle se sacrifie, et elle les appelle avec son sang. Voilà. Mais cette séquence-là, effectivement, on s'est posé beaucoup de questions. Je me souviens, on disait, mais c'est la mère des sauterelles ou c'est pas la mère des sauterelles? C'est vrai, je sais pas, donc ça fait plein de trous, et du coup, ça rend aussi les scènes tout d'un coup un peu floues quand tu les mets en scène, parce que justement à cet endroit-là, il y a un truc qui ne marche pas vraiment, tu sais pas vraiment comment le maîtriser, puis en même temps, tu peux pas se retourner constamment vers les scénaristes en moment, on fait quoi alors? Parce que sinon, c'est eux qui réalisent le film. Il y a ce truc un peu troublant, une question mal résolue, entre guillemets. Du coup, créer une question, est-ce qu'effectivement il y a une unité, est-ce qu'il y a un truc particulier avec ces sauterelles? Il y a un petit truc particulier qui fait qu'à ce moment-là, elle n'est pas attaquée. Voilà. Mais, voilà. Non, après, ce que je trouvais intéressant dans cette histoire, parce qu'on parle d'immunité. Je pense forcément au fond de Covid, je suis pas de masque, donc je peux pas oublier, j'ai eu 20 fois aujourd'hui, sans gel. En fait, moi j'ai toujours imaginé cette histoire comme un truc autour de la neige folle, avec des trappes en nature, ce truc qui en vrai, avec le Covid qui arrivait, je me suis dit, voilà, une fois de plus, il y a un exemple typique de l'homme qui modifie, l'air de rien, un truc, qui se retrouve avec une conséquence qu'il ne va pas pouvoir maîtriser. Pour moi, c'était ça, mais quand j'ai lu l'histoire, c'était pas un film de genre, c'était nous, avec une centrale nucléaire qu'on monte, en disant qu'on va avoir plein d'électricité, et puis un jour ça explose, on se dit, mince, ça explose super fort, et puis ça pollue super longtemps. C'était ça que je trouvais assez fou dans cette histoire, c'est qu'il parlait de nous, de nos contradictions, de nos bons discours, parce que écolo, mais franchement, zéro déchet, j'y arrive pas trop. J'ai un téléphone, j'ai un ordinateur, toutes ces contradictions, ça me plaisait aussi d'avoir ce rapport à ce personnage. Finalement, je ne pouvais pas la juger parce que je ne suis pas meilleur qu'elle. Et ça, c'était hyper important pour moi, de créer une empathie avec quelqu'un qui n'est pas une super-héros, une super-héroïne, une mauvaise, qui est une femme comme n'importe qui se bat pour ses enfants, qui en plus de ça a un passé lourd, mais qui fait ça avec brio, qui se retrouve à la tête d'une centrale nucléaire qu'elle va maîtriser, une maladie qu'elle a créée, une métamorphose, une mue qu'elle va, l'air de rien, poser comme ça, et puis une conséquence qui va toucher directement ses enfants. Donc ça, c'était aussi le truc qui me plaisait le plus. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, pour parler de la fin, parce qu'il y a eu plein de questions sur la fin, comment finir ce film? Moi, j'ai fait Acide, ça finit pas super bien. Là, je me suis dit, La Nuée, c'est pareil, ça va pas bien finir. En même temps, on m'a dit, ouais, mais mollo sur le Destroy, parce que sortie de film, les gens vont bien sortir d'une salle en se disant, quelle belle histoire, putain, un mec, noir c'est noir, un peu d'histoire, il y a un équilibre à trouver, et en même temps, on disait ça avec Thierry, on disait dans les années 80 ou 2000, plusieurs personnages à la fin ils s'en sortent en disant on a échappé d'elle, la prochaine fois je ferai attention. Aujourd'hui, on peut pas mentir aux spectateurs, on sait ce qui se passe, on sait qu'il y a quelque chose qui se perd, qui disparaît petit à petit. Et donc à la fin, on a réfléchi sur cette disparition de la mer.
en même temps faire monter en se disant qu'il ne restait plus grand chose de cette femme, un peu de vie, mais surtout il restait ce message d'espoir vis-à-vis de cet enfant qui est le personnage presque principal. Parce qu'on parle de Sullivan et Marie, c'était lourd, elle avait 17 ans face à une comédienne de la comédie française qui n'avait pas fait de cadeau. Ce personnage secondaire, c'est presque le personnage principal, parce que ce qui m'intéressait, c'était la mue de cette jeune femme, enfin cette jeune ado en jeune femme. C'est elle qui va porter sa mère, c'est elle qui ouvre le lendemain, qui ouvre ce jour meilleur ou ce jour à venir. On s'est dit, ok, c'est cette histoire qui nous intéresse. Ça représentait aussi le discours des scénaristes qui parlent de transmission en disant c'est une histoire autour de la transmission. Donc là, on sort de la salle avec les scénaristes heureux d'avoir été un scénario 2 et un film 2, en se disant que le plus important c'était de protéger cette fin et ce discours du jour à venir avec cet enfant qui était devenu adulte. Voilà. Je ne sais pas si c'était pas forcément la question de départ, mais... J'avais une toute petite question par rapport à l'exploitation du film. Du coup, ça reste un peu vidéo. Mais moi, je connais pas du tout. Je suis assez cinéphile, mais par contre, le cinéma de genre, je connais absolument rien. Et ma première question, c'était de savoir est-ce qu'il existe un cinéma de genre en France, parce qu'il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de films qui sont dans cette zone-là, réalisés par des réalisateurs français. Et du coup, est-ce qu'il y a un public aussi? Vous parlez d'une part sociale tout à l'heure. Donc, voilà, est-ce qu'il y a un bon espoir, entre guillemets, que le film puisse trouver ses spectateurs en France? Parce qu'après, j'imagine qu'il y aura aussi d'autres diffusions, mais en tout cas, une nouvelle salle. Alors, bon, moi je vais parler à l'échelle de la mue parce que je suis très mauvais sur le cinéma de genre et je ne vais surtout pas parler à la place d'eux. Ça serait aussi dire beaucoup de bêtises. Maintenant, ce qu'on avait voulu faire avec la mue, c'était un film qui soit capable d'être, je dirais presque vulgairement, sélectionné à la scène de la critique à Cannes. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est qu'on s'est posé des questions de renouveau entre guillemets des cinéphiles en se disant on va faire un film de cinéma et en même temps on va trouver des petits trucs qui sont aujourd'hui très attractifs parce que dans une salle de cinéma j'ai besoin d'avoir un public qui n'est pas simplement un public de cinéphiles. Enfin, j'aime ces films qui parlent à un grand nombre sans tomber dans une caricature ou dans un message à l'éval. Enfin, là il fallait trouver un film auquel on pouvait croire en ayant une forme soit, je dirais, dans l'ère d'aujourd'hui, avec sa série, avec les plateformes, enfin, avec tout ça. Donc l'idée, c'était quand même de faire un cinéma, je dirais, engagé, entre guillemets, en ayant la possibilité d'ouvrir très grand les salles de cinéma, et en disant que le film pouvait être pris à l'Utopia, comme dans un UGC, comme dans un CGR, enfin, comme dans tous les autres cinémas d'art et essai. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que La Nuée, c'est à la fois un coup de cœur de l'AFCAE, c'est le réseau des cinémas indépendants d'art et essai de France. Puis c'est le coup de cœur UGC, le coup de cœur CGA. On a été vraiment, entre la semaine de la critique et Netflix, qui sont les deux partenaires du film, voilà, on est sur les deux tableaux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une envie, je dirais, d'un renouveau. Ça serait très prétentieux de ma part, et je pense que Thierry et les producteurs qui travaillent sur ces films pourraient vachement mieux en parler que moi, mais en tout cas, il y avait dans l'idée de créer un courant un peu différent, et surtout un courant qui soit un courant d'aujourd'hui, c'est-à-dire des scénaristes qui vont travailler vite, avec un réalisateur qui va s'emparer d'un projet vite. Enfin, on essaie d'être sur une espèce de dynamique comme ça, un peu généreuse, avec des gens qui apportent des idées. De Thierry, enfin, quand il parle de résidence, on parle aussi de compositeurs qui sont là pour faire de la musique, on parle de superviseurs de VFX qui donnent leur point de vue, on parle d'illustrateurs qui viennent faire des dessins, on parle de gens qui créent tout d'un coup une envie de cinéma, une envie de film. Donc c'est ça qui est en train d'essayer d'exister au travers de ces résidences, c'est une énergie un peu différente. Après, je pense qu'il y a un public, de toute façon j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de public, donc il faut aussi proposer et puis ouvrir des lignes, enfin, bousculer. En tout cas, ce film avait pour ambition d'être sur un grand écart. Mais d'ailleurs, en lisant le scénario, je me suis dit, enfin, entre Petit Paysan et Alien, et il va falloir qu'on trouve le juste milieu pour être équilibré. Mais moi j'avais beaucoup de mal sur les références, hein. On me dit toujours qu'est-ce que sont les références. Moi je cite René de Paron, je cite un documentaire de Marion Gervais qui s'appelle Analyse sans être en guerre, une femme qui fait des herbes médicinales. Et je ne cite pas du tout Alien, enfin, le Phase 4, le Saul Bass, que j'ai pas vu. C'était un des films de référence des scénaristes qu'il faut absolument que je vois. Voilà, il y avait aussi cette synthèse qui était très lourde dans le scénario, qu'il fallait absolument réussir, mais comme étant une promesse d'un cinéma de genre, entre guillemets, mais pas de série B, enfin, voilà, pas gratuite avec du sang, du gore, et puis un truc qui d'un coup pourrait être un film de fans pour les fans.
Voilà, je pense que c'est ça en fait. Pour résumer, on a écarté cette idée et tant pis. Enfin, on va aussi ouvrir les lignes, peu importe si les fans de genre me disent. Une fois, j'ai eu un jeune homme à Nantes qui a levé la main en disant j'ai trouvé le film super, mais franchement, je pensais avoir plus peur. J'adore le cinéma de genre, là j'ai pas peur. Là, je lui dis, ouais, entre Daesh et Covid, franchement, je ne vais pas me dire que cette mutante va me faire flipper. Enfin, t'es pas venu pour ça, t'es venu pour d'autres choses que tu n'as pas trouvé dans le film, mais en tout cas, ce rapport à la peur, c'est différemment, je pense, aujourd'hui. Donc, on a parlé après, c'était hyper intéressant, mais voilà, je pense que l'idée d'animer, c'était de faire un film, entre guillemets, de genre, mais pas que, un film de famille, mais pas que, enfin, en tout cas, un film qui soit, je dirais, une synthèse ouverte, généreuse, enfin, qui va voir un film, quoi, et puis créer une envie, et cette envie de voir comment les choses vont ensuite être portées. Voilà. Mais c'est pas mon initiative, une fois de plus, c'est l'initiative de mon producteur, et je voudrais avoir le nom des autres. Mais je pense qu'il y a beaucoup de cinéma de genre. En France, il y a toujours eu, après, effectivement, je pense que le cinéma de genre, c'était toujours plus, comme tu disais, de la série B, ou enfin, il y avait vraiment que du genre. On a des réalisateurs français qui sont d'ailleurs partis après aux États-Unis, Aja et plein d'autres, pour continuer à faire du genre, mais avec d'autres moyens, parce qu'il y avait une sorte de moyens souvent dans le cinéma de genre, c'est que ils en foutent partout, et justement c'est en ça que le film de Juste est très bon, puisque ça reste un film de genre, mais en même temps il y a toute une portée sociale, une portée en hauteur, et comme il me l'a expliqué, il a joué en même temps, ouais, il y avait des effets spéciaux, mais pas tant que ça finalement. Et c'est ça qui est intéressant, qu'on n'est pas non plus noyé sous les effets spéciaux, noyé sous les effets, la musique tonitruante, les trucs de mise en scène. Moi j'aime beaucoup le cinéma de genre, mais apparemment il y a trop d'effets qui fait que le film est juste visuel et c'est juste un ressenti, il n'y a pas derrière cette écriture sur les personnages, et c'est ça qui est réussi dans ton film, quoi. Et c'est pour ça que nous, voilà, tout de suite on était partant pour accueillir le film et le présenter, parce que étant cinéphile, enfin, élément cinéma de genre, là, je me retrouve dans quelque chose qui, c'est pas con, quoi. Il y a une réflexion derrière, et donc effectivement, c'est ce que développe en particulier Thierry Dounas, c'est effectivement essayer de renouveler le genre avec les chiches aussi, enfin, ouais, ils sont dans cette réflexion-là, et je pense que c'est assez réussi, on est ravis, j'espère qu'il y a encore beaucoup d'autres films comme ça, quoi, parce que ça fait du bien. Ça va pas mal, c'était vraiment. C'est une petite question encore, peut-être. Non. Voilà, en espérant que le film sorte aussi, parce qu'il y a plein de difficultés, mais en tout cas. On ne sait pas trop, Ouais. on va tenir. Voilà. Grâce à vous. Ouais, merci.